Patrouille dans la région de Kidal, la gendarmerie participe régulièrement à ces patrouilles pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et bonne nouvelle, le commandant de la région numéro 9 de la gendarmerie vient d'être installé. Retour ce soir sur le processus qui a abouti à la rédaction et à l'adoption de la nouvelle loi fondamentale qui remplace celle de février 92. Le Mali est donc dans la 4e République depuis le 22 juillet 2023, une constitution adoptée avec plus de 96% de voix pour. Vous avez certainement suivi en direct hier soir sur nos antennes le Téléthon pour appuyer les Aigles du Mali pour la CAN Côte d'Ivoire. Plus de 120 millions de francs CFA ont été déjà mobilisés. Et la chronique culture s'intéresse au recensement des acteurs culturels du terroir. Oui, le secteur culturel est de plus en plus pris en compte dans les programmes de développement économique, social et culturel des collectivités. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Et à l'ouverture de cette édition écho de la 8e région, à Kidal, les éléments de la gendarmerie nationale participent régulièrement aux patrouilles en ville. Ils veillent sur la sécurité des populations. Cette dynamique vient d'être renforcée par l'installation du commandant de la région numéro 9 de la gendarmerie, Elmedi Al-Agbaka, Sidi Elmedi Al-Baka, Benogo Fofana et Tayeb Adjaouyakoye. Renforcement des capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale à Kidal grâce à l'installation du commandant de la région numéro 9. Le lieutenant-colonel Issa Tangara est arrivé hier à Kidal. Depuis le 14 novembre, le personnel de la gendarmerie est à Kidal ici, auprès des autres forces, afin de mutualiser les efforts pour que la quiétude et la paix reviennent dans cette partie de notre patrie. Pour rappel, les éléments de la gendarmerie nationale qui ont indéniablement à la fois joué un rôle judiciaire et administratif, un rôle de participation à la défense nationale et à la police militaire prévotée sont motivés et marquent déjà leur présence en 8e région. La mission de la gendarmerie, il faut reconnaître que c'est un grand service public qui veille à la stabilité, à la sécurité du territoire. Le redéploiement de la gendarmerie nationale à Kidal a contribué à la réussite des missions de FAMA avec l'amélioration du dispositif de sécurité et de la restauration de l'autorité de l'État. Revenons sur le processus qui a abouti à la rédaction et à l'adoption de la nouvelle loi fondamentale qui remplace celle de février 92. Vous le savez, le Mali est dans la 4e République depuis le 22 juillet 2023, date à laquelle le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué la nouvelle constitution adoptée par référendum le 18 juin avec plus de 96% de voix pour et 3% contre. Flashback avec Siaka Konaté. C'est par le décret 0401 que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, promulgue le 22 juillet 2023 la nouvelle constitution du Mali, une promulgation qui consacre l'avènement de la 4e République. L'acte de promulgation de la constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. Aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avenir politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Toutefois, nul ne doit se tromper, car avec la rédaction de cette Constitution, il ne s'agissait point de renier l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Il était plutôt question, par un saut qualitatif, d'atteindre les objectifs de refondation formulés par les Maliennes et les Maliens au cours des assises nationales de la refondation. Cette promulgation intervient au lendemain de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du référendum du 18 juin organisé par l'autorité de gestion des élections EGE, une nouvelle structure issue des réformes institutionnelles et politiques.
Les électeurs ont départagé les camps du oui et celui du non en se prononçant en faveur de la nouvelle loi fondamentale. 96,91% d'entre eux ont voté pour et 3,09% contre. C'est l'aboutissement de l'une des revendications de la classe politique qui demandait la révision de la Constitution de février 1992 adoptée dans l'euphorie des événements de mars 1991. Les trois tentatives de révision initiées par les présidents Alpha Oumar Konaré, Amadou Toumani Touré et Ibrahim Boubacar Keïta ont toutes échoué. La quatrième tentative, initiée par les autorités de la transition rectifiée, a été la bonne. Le processus est déclenché lors des Assises nationales de la refondation qui, en décembre 2021, recommandent la rédaction et l'adoption d'une nouvelle constitution. Ainsi, un décret du président de la transition crée le 10 juin 2022 la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Une vingtaine de jours après, un autre décret nomme les membres de la CRNC, présidé par le professeur Fousseini Samake, ancien secrétaire général du gouvernement et ancien directeur général de l'ENA, nouvelle formule. Installés le 12 juillet, ils ont 2 mois pour rédiger la nouvelle constitution. À l'issue des 3 mois d'intenses activités, ils remettent le 11 octobre 2022 au président de la transition l'avant-projet de constitution, un document élaboré après de larges consultations de l'ensemble des forces vives de la nation, des visites de courtoisie aux institutions de la République, l'organisation des séances d'écoute et d'échange avec les partis politiques, la société civile, la presse, les forces armées et de sécurité, les confessions religieuses à Bamako et dans 4 régions. Le 19 décembre 2022, un nouveau décret présidentiel crée la commission chargée de la finalisation de l'avant-projet de constitution, toujours présidée par le professeur Fousseini Samake. Elle remet le 27 février 2023 au président de la transition la version finale de la loi fondamentale qui sera adoptée par le référendum 4 mois plus tard et depuis, la 4e République est en marche. Voilà, rétrospective 2023 de la rédaction consacrée à la 4e République. 3 pays pour un destin commun, celui d'un Sahel respecté. Oui, l'Alliance des États du Sahel, AES, est vivement saluée par les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Boubacar Kanouté et Idrissa Traoré sont donc allés à la rencontre des ressortissants de ces différents pays. Ceux-ci adhèrent fortement à cette alliance et se disent prêts à apporter leur pierre à cet édifice, suivant leur reportage. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, est portée sur des fonds baptismaux il y a 5 mois, un certain 16 septembre 2023. Il regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, une vision fédératrice qui va au-delà de l'aspect sécuritaire, institutionnel, donne une place de choix au peuple de ces 3 pays. Ils vivent, certains, au Mali depuis plus d'une décennie. Avec cette nouvelle donne, cette posture panafricaniste se renforce davantage, estiment ces 2 interlocuteurs nigériens, tous de la région du Dosso. Cette alliance entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour moi, ce n'est même pas une alliance, c'est un État unique. Le Mali, le Niger et le Burkina. Parce que s'il n'y a pas cette alliance, pour moi, il n'y a pas le Niger. Nous circulons sur cette terre africaine du Mali sans problème. Les Maliens sont accueillants et ouverts. Nous saluons sans cesse cette alliance qui est très bénéfique. N'eût été le soutien du Mali, les impérialistes allaient mettre le Niger dans une situation difficile. Comme une bénédiction, cette alliance est un projet d'envergure qui bénéficie d'une adhésion sans réserve des ressortissants de cette communauté. Ouattara Lidi Sagnon, ressortissante burkinabé, et son homologue malien Maliki Maïga trouvent cette initiative salvatrice et demandent à tous d'accompagner le projet qui arrive à point nommé. Moi, je tiens à saluer les 3 chefs d'État vraiment, qui nous ont fait sortir dans les trous. Grâce à eux, vraiment, nous savons maintenant sur quel pied danser. Vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive le Niger. Je trouve que c'est une belle initiative qu'on doit vraiment très bien soutenir entre nous. Parce que ces 3 pays-là, c'est 2 frères. On fait les foires ensemble, on fait tout ensemble. On a même des associations en commun. Tu vois? Donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer jusqu'au bout. On peut aller très loin, mais jusqu'au fond, là où on ne pense même pas. On peut aller jusqu'à là-bas. Ce natif d'Anderbokan est arrivé à Bamako en 2013 des suites de l'insécurité grandissante qui sévissait dans la zone. Il se dit fier des avancées notoires
et encourage les trois présidents. C'est nous qui sommes à frontière. Moi, je suis de Andramboukar. Andramboukar, c'est les frontières de Niger, c'est les frontières de Burkina Faso. Donc, on a vu tout. Actuellement, on va dire Alhamdulillah, les choses sont en train de partir très bien et on va continuer à faire doigt pour que les choses ça va continuer comme ça. Ils attendent tous jouer un rôle central au sein de l'Alliance des États du Sahel, chère aux trois présidents, à savoir le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdurrahman Tiani. Parlons à présent des après-fêtes. Les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre occasionnent des dépenses. Beaucoup de personnes n'hésitent pas pour se faire plaisir. Ainsi, le mois de janvier devient dur pour beaucoup d'entre nous car les poches sont vides. Constat fait sur le terrain par Alpha Maïga. Les fêtes de fin d'année ont eu lieu. Elles se passent couramment le mois de décembre. Le nouvel an fêté la nuit du 31 succède une semaine après Noël, la fête du 25 décembre. Après les dépenses, les poches sont presque vides. Je fais d'abord un premier retrait, ça c'est pour la popote. Le second retrait, Paris et autres, là, le reste c'est pour l'assurance des enfants. Je peux vous dire que mon cher, les poches sont presque vides. Le mois de janvier pour certains, mais pour d'autres, la janviose est donc ce terme de la rue qui désigne les poches vides après avoir tout dépensé pendant les fêtes de fin d'année. Ce que vivent plusieurs citoyens aujourd'hui. Les poches sont vides. Là, on va attendre un autre mois pour avoir un autre salaire. Nous sommes le 5 aujourd'hui. Les salaires sont déjà finis. À travers les fêtes de fin d'année. Et après, on paye les locations. Après, les frais de carburant aussi. Présentement, quand même, les postes sont vides. Pendant ces 25 jours-là, on va nous obliger de prendre des crédits de par-ci, par-là. Plusieurs fonctionnaires en compagnie des membres de leur famille ont festoyé durant cette fin d'année, moment de grande retrouvailles, ce qui fait vider de nombreuses poches. Les pays qu'on a maintenant, on va se débrouiller avec ça. On n'a pas beaucoup d'argent. On va se débrouiller pour passer le reste des 25 jours-là. Il faut maintenant gérer le reste de l'année. Donc c'est une question de planification. À la maison, il faut parler à madame, il faut parler avec les autres. Et quand on reçoit son salaire, donc il faut planifier. Disons donner la priorité à certaines dépenses. Après les fêtes de fin d'année qui ont occasionné d'importantes sorties d'argent, certaines personnes joignent difficilement les deux bouts. On va faire avec ce qu'on a, on va vivre avec ça, la fin du mois. On fait ce qui est le strict nécessaire. Donc, quand même, on n'essaie pas de trop gaspiller. Les poches ne sont pas trop remplies, vous le savez. Janvier est le mois le plus long de l'année. Savez-vous pourquoi on dit cela alors que ce mois compte 31 jours? Après avoir dépensé les revenus, plusieurs citoyens voient leurs poches vides. Un clin d'œil à présent à nos chers retraités. La retraite est considérée comme un moment de repos après une carrière bien remplie et sachez que cette retraite se prépare depuis le premier jour de la carrière d'un travailleur. Conseil de nos sages retraités, vous pouvez faire des cotisations dans les structures de l'État comme l'INPS et la CMSS ou faire des investissements. La question est de savoir, est-ce que les jeunes travailleurs pensent à préparer leur retraite? Question que nous tentons de répondre dans ce reportage de Boubacar Balblé-Touré qui est allé à la rencontre de deux jeunes travailleurs suivants. C'est au bout de l'effort qu'on a la récompense, a-t-on l'habitude de dire. Et c'est aussi au bout du travail qu'on a une bonne retraite. Cela dépend d'une préparation qui doit débuter depuis le jour où on commence à travailler. C'est bien le cas de Abdoulaye Touré qui bénéficie aujourd'hui d'une retraite bien méritée. Agronome de formation, M. Touré a commencé à travailler en 1978. Évoluant dans le domaine de l'agriculture, pour notre sexagénaire, le choix est vite fait. On s'est retrouvé dans une situation avantageuse au niveau de l'opération Rimopti, parce qu'on a été muté là-bas jeune ingénieur et puis on a été nommé déjà chef de zone, donc avec une responsabilité de distribuer la terre aux paysans, de les encadrer, de gérer les programmes de l'eau parce que c'était la subvention contrôlée. Et comme les salaires étaient quand même tout justes, on avait l'avantage de pouvoir cultiver des petits champs, 2-3 hectares, et ça nous donnait un peu de répit parce qu'un chef de famille, quand tu as déjà le riz pour l'année, bon, ça te permet également de ne pas être accroché. Notre retraité évolue aujourd'hui dans l'agro-pastoral.
Une activité qui lui met avec sa famille à l'abri de tout besoin, tout en profitant pleinement de sa retraite. Quand j'ai quitté le développement rural des zones arides, j'étais conseiller à la présidence. Et c'est maintenant, à partir de là, que j'ai fait un concours pour être coordinateur du PASAOP. Et le coordinateur du PASAOP, c'était un programme Banque mondiale où j'avais un très bon salaire. J'avais un très bon salaire et ça me permettait effectivement d'investir souvent dans la terre. Et ça m'a permis aussi de réorienter ma retraite. Au lieu que ça soit sur la fonction publique, et je l'ai orienté sur l'INPS parce que je continuais à cotiser au niveau de l'INPS. Donc du point de vue de la retraite, je ne me plains pas. Un cas d'école qui doit servir d'exemple à la jeune génération. Mais faut-il savoir si toutefois la génération actuelle a la même vision de la retraite? Pour répondre à cette question, 2 jeunes évoluant dans divers domaines se sont confiés à nous. Il s'agit de Babou Dia, fonctionnaire de son État, et Mahamadou Soumaré, ingénieur en génie civil évoluant dans le secteur privé. Avec les objectifs que je me suis fixés, je pense que le mois où la retraite sera venue, ça trouvait que je me suis parfaitement préparé à ça. C'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme. On ne peut pas commencer à préparer cela du jour au lendemain. Ce n'est pas seulement à 5 ans de la retraite qu'on va commencer à préparer quoi que ce soit. Donc, dès mes débuts, j'ai commencé à réfléchir à comment sera ma retraite et à que faire pour que ma retraite soit à ma convenance. À la question de savoir est-ce que M. Dia et M. Soumaré ont déjà commencé à préparer leur retraite? Non, je n'y pense presque pas. Je pense surtout au futur très proche. Dans les 5-4 ans à venir, qu'est-ce que je vais faire, etc. Oui, on va dire que j'ai commencé à penser à ma retraite depuis le moment où j'ai commencé à travailler. Pour permettre à des travailleurs comme M. Dia et M. Soumaré de bénéficier d'une retraite sécurisée, l'État malien a mis en place tout un système à travers des structures chargées des questions de retraite comme l'INPS et la Caisse malienne de sécurité sociale CMSS. Normalement chez nous ici, dès l'intégration, et quand nous recevons les arrêtés de la fonction publique, nous ouvrons une chemise au nom de l'intéressé. Chaque fois que nous recevons une pièce de sa carrière, nous l'y insérons et nous faisons son suivi. Et parallèlement, les cotisations aussi sont transmises par les services payeurs, notamment le BCS, en ce qui concerne les fonctionnaires, certains types de fonctionnaires et les collectivités territoriales également. Et on a des difficultés, particulièrement pour ceux qui n'ont pas, comme je le dis, suivi leur carrière, par exemple, les personnes qui ont eu des périodes de détachement. Pendant la période de détachement, la personne est payée par l'organisme qui le reçoit. Et donc, il a la charge lui-même de reverser ou de verser ses cotisations à la CMSS. Donc, il arrive que beaucoup ne reversent pas. Donc, au moment de la retraite, nous sommes obligés d'évaluer ces cotisations-là pour que ces périodes puissent être prises en compte dans les calculs de la pension. Donc, nous évaluons les cotisations, quelquefois c'est des millions, et les intéressés ont des difficultés. Pour ne pas être confronté à un tel problème à quelques mois de la retraite, il est donc nécessaire de faire un suivi régulier auprès de ces structures compétentes pour ceux-là qui sont concernés par les cotisations, a conclu le directeur en charge des pensions à la CMSS. Une de nos équipes de reportage nous amène ce soir au Centre national de transfusion sanguine, appelé autrefois Banque de sang. Ce service public est chargé de la collecte, du traitement de la transfusion et de la distribution et autres fonctions liées au sang. Il est situé à Kinzambou, en commune 2 du district de Bamako. Alors, visitons ce centre hautement important avec Saïdou Kouriba. Loin d'un centre de référence, encore moins un hôpital, mais plutôt un centre de transfusion sanguine. Nous sommes ici à Kinzambou. Dans la salle de préparation, le frigo est chargé de poches de sang. Rien ne se paye, tout est à donner gratuitement sous prescription du médecin. La mission du CNTS, c'est de sensibiliser et de recruter les donneurs bénévoles volontaires. Ensuite, c'est de collecter, préparer, qualifier et la détermination des groupes sanguins. Aussi, de distribuer les produits sanguins aux établissements sanitaires publics et privés agréés. Les CNTS comportent plusieurs sections, à savoir la promotion don de sang, les laboratoires, l'administration générale, entre autres.
Un processus est mis en place, ça s'appelle chaîne de transfusion. Ça va du recrutement, la sélection d'un donneur de sang, passant par le prélèvement. Une fois qu'on a fait une sélection médicale, voir que ce donneur peut donner du sang sans que ça porte préjudice au donneur, et le sang qui sera recueilli, que ça ne puisse pas porter préjudice aussi au receveur. Dans cette chaîne transfusionnelle, le premier maillon, c'est le don volontaire. Au laboratoire, les produits sanguins sont répartis entre les différentes sections. Il y a une partie qui va au niveau du laboratoire d'immunohématologie pour les groupages sanguins AB au Régis, et l'autre partie qui vient à la salle de dépistage, au laboratoire de dépistage des maladies transmissibles. C'est ici qu'on conserve quand même nos plasmas frais congelés. Et les plasmas frais congelés sont des produits sanguins qui servent vraiment à arrêter l'hémorragie. Il faut les conserver à une température inférieure à moins 25 degrés. Ça, c'est un autre produit qu'on appelle plaquette. C'est différent de l'autre là. C'est le service hémato qui utilise ces produits-là. Troisième produit, ça c'est les CGR. Ça c'est le concentré de globules rouges. Dans le contexte bamakois, où les cas d'accident de circulation et autres besoins sanguins sont récurrents, les synthèses est d'un apport capital. Le geste pour sauver des vies passe par le don de sang dans les structures spécialisées comme le Centre national de transfusion sanguine. Et oui, sans donner égale vie sauvée. Journée d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs de neurosciences. La Société malienne de neurosciences vient de tenir sa toute première journée, un espace dédié à la formation continue, à la sensibilisation des spécialistes et étudiants. Le compte-rendu de Awa Adaman Koulibaly et Aboubakar Traoré. Ils sont spécialistes, entre autres en neurologie, neurochirurgie et en psychiatrie, à prendre part à cet instant scientifique. Leur vocation est de percer les mystères du cerveau humain, de son fonctionnement complexe ainsi que ses applications dans divers domaines de la vie. Et par la même occasion, promouvoir la recherche et favoriser l'innovation des neurosciences. Cette journée est une occasion privilégiée de renforcer les liens entre les chercheurs, de dialoguer avec les experts et de découvrir les avancées scientifiques en neurosciences. Quand on parle de discipline, l'éthique et la déontologie ne sont pas loin. Il a été également question des bonnes pratiques médicales. Tout est basé sur les principes éthiques de base. Donc, la première chose, c'est la bienfaisance et la non-malfaisance. C'est le respect de la dignité de la personne, c'est l'autonomie de la personne et c'est la justice. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des malades parce qu'ils sont riches et ensuite on laisse les malades pauvres. Donc c'est le principe éthique qui se fait, les 4 grands principes qui sont régis, non seulement par les soins et par la recherche sur le terrain. Aujourd'hui, la pathologie la plus fréquente dans les services neurologiques reste l'accident vasculaire cérébral AVC. Et selon les spécialistes, il est la 3e cause de décès, la 2e cause de démence et une personne sur 5 pourrait être victime d'AVC dans sa vie. Et dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2024, l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, ASFIA, a formé et équipé 10 associations et groupements de femmes de Tombouctou sur les techniques de fabrique de savon, et des kits ont été remis aux bénéficiaires pour leur autonomisation. Reportage à Najim Babasissé et Maouloud Tandina. Après quelques jours de formation sur les techniques de production en saponification, les membres d'une dizaine d'associations et groupements de femmes de Tombouctou reçoivent leurs équipements de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs. Une générosité qui se situe dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2024 de ASFIA. Cette formation a été réalisée par l'ASFIA dans le cadre d'appui à l'autonomisation économique des femmes de la région de Tombouctou. À l'issue de cette formation, ASFIA a équipé ces associations bénéficiaires en kit de production de savon pour que dans les jours à venir, ces femmes puissent vraiment mettre en place chacune une activité génératrice de revenus à travers la transformation du savon. La formation était axée sur la fabrique des gammes de savon Gabakuruni et savon Kulikoro. Par cette action, ASFIA entend redonner le sourire à ces femmes affectées par les conjonctures socio-économiques en vue de contribuer à leur autonomisation.
Aux femmes qui ont eu la formation de faire de toutes les connaissances qu'elles ont acquises une réalité dans la vie de tous les jours, ce qui va sans doute marquer leur autonomie financière. Je vous prie d'acclamer les membres de ASFIA dont le leadership a été concluant à travers les différentes activités programmées, toutes venant en soutien aux idéaux des autorités administratives de la région. La remise des kits d'installation aux bénéficiaires et la prestation de l'artiste Koua Traoré ont constitué les temps forts de cette cérémonie à Tombouctou. Et rendons-nous à Gao pour parler de cette journée de prière et de bénédiction pour les autorités de la transition et les FAMA. Le gouverneur de Gao, les autorités communales ainsi que de nombreux fidèles musulmans ont pris part à cette journée de prière. Les temps forts avec Sambari Aïdara. Cette journée de prière et de bénédiction pour les autorités de la transition, les FAMA ainsi que la réussite du dialogue intermalien est initiée par Harouna Mahaman Touré, dit Haroun Bamba et ses amis pour matérialiser l'appel lancé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, lors de son discours de présentation de vœux de l'an 2024. Je ne fais que remercier les initiateurs, remercier l'imam Alpha Omar et la communauté musulmane d'avoir accepté de sortir massivement pour prier pour la réussite du dialogue intermalien qui va se dérouler, pour que la paix revienne dans notre région et que la paix revienne sur tout le territoire du Mali. Emboîtant le pas du gouverneur de la région, le maire de Gao, Dakka Boubacar Traoré, a aussi salué la grande mobilisation des citoyens de la cité des Askia pour la cause du Mali. Notons que c'est l'imam de la mosquée Kouet de Gao, Alpha Oumar Al-Mahadi, qui a prononcé la fatia de fin de cérémonie dans laquelle il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour la paix, la concorde et la réussite du dialogue intermalien. Même exercice avec l'association Faïdatou Tidjania qui a aussi organisé des séances de prière pour la stabilité du pays et c'était lors de sa conférence nationale présidée par le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes, Youssouf Diakité. L'amour et le respect de l'État est un devoir religieux. C'est autour de cette thématique que les responsables de l'association Faïdatou Tidjania se sont retrouvés pour parler du Mali. Il s'agit de prier pour la stabilité du pays et d'analyser tous les mécanismes et stratégies pouvant aboutir à l'instauration d'une paix durable, tant recherchée par le peuple malien. On a organisé ça pour faire des bénédictions pour le pays, avec un thème révélateur qui est l'amour et le respect de l'État est un devoir religieux. Ce thème permet aux religieux d'être des responsables qui vont vraiment apaiser le pays. L'appel des grands guides, Cheikh Chafi, qui a appelé tous les adeptes de la terre artésienne aujourd'hui au palais pour prier, faire aux zifa spécial, hadra spécial pour la paix et la stabilité, réconciliation des cœurs et des esprits de tous les Maliens. Vraiment, on est très contents. Cette conférence nationale de l'association Faïdatou Tidjania, faut-il le rappeler, cadre avec les objectifs recherchés par les autorités de la transition. Des patriotes de notre pays se sont réunis rien que pour la bénédiction, la prière pour le Mali, avec un thème central, les religieux avec le patriotisme. Quel thème pour magnifier le patriotisme? Vous savez, au Mali, tel qu'il y a des autorités qui sont convaincues qu'il faut que ce Mali soit tel que nous voulons, il y a aussi des populations qui sont plus convaincues qu'il faut que ce Mali soit bien fondé par les prières et par les bénédictions. Ensuite, ils ont prié pour la paix, le vivre ensemble et la cohésion nationale. Que Dieu exauce nos prières. Un grand rendez-vous à ne pas manquer. Il s'agit de la première édition du Festival des communautés de culture Songoï qui se tiendra du 15 au 17 février prochain au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ sur les berges du fleuve Niger. Le thème retenu pour cette première édition est Communion et résilience pour le Mali. Reportage Ibrahim Kao Konaté et Sidiki Koulibaly. Lancé en grande pompe par les organisateurs, ce premier festival des communautés de culture Songoï à Bamako est un rendez-vous du donner et de recevoir. Il est une initiative de l'association des communautés de culture Songoï en mouvement Irganda. En ce jour,
nous sommes parvenus à une bonne maturation de notre organisation qui nous permet de dire que les communautés de culture Songhai, Arab, Arma, Bella, Peul, Soraï, Keltamachek, qui se sont enrichis au fil du temps de communautés Bambara, Soninké, Dogon, Bozo, etc., sont dès à présent en mesure de présenter aux Maliens une bonne facture de la culture de leur terroir. Ce festival sera l'occasion de mettre en lumière le riche patrimoine culturel à travers deux volets, la culture et le colloque scientifique. Ce colloque s'est donné 4 objectifs qui devraient assurer la prise en charge des préoccupations majeures de notre espace. Ces 4 objectifs sont faire le point de production intellectuelle sur la langue et la culture des communautés de culture Songhai, faire connaître les enjeux et les défis liés à l'évolution de la langue Songhai, identifier et faire connaître les enjeux et les défis liés à la numérisation de la langue Songhai, identifier et faire connaître les plateformes numériques de la langue Songhai. Je suis très fière d'être marraine de ce grand événement, d'autant plus que cet événement permettra aux Maliens d'être encore plus ensemble, parce que j'ai toujours dit que par la culture, on peut avoir la paix. Et je suis aussi fière de constater que depuis plus d'1 an, cet événement était organisé avant la création de l'UAS. Et l'objectif était que le Niger, le Burkina et le Mali soient ensemble. Donc ça veut dire que l'association Irganda a une vision. Et cette vision colle avec la vision des autorités maliennes. Le festival des communautés de culture Songhai, prévu du 15 au 17 février prochain sur les berges du fleuve Niger, mettra en valeur la cuisine traditionnelle Songhai, les accoutrements et les tresses dans l'espace Irganda. Voilà, le rendez-vous est pris du 15 au 17 février prochain au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ sur les berges du fleuve Niger. On en vient à la chronique culture et je le disais dans les titres, le secteur culturel est de plus en plus pris en compte dans les programmes de développement économique, social et culturel des collectivités. Cela permet aujourd'hui de recenser les acteurs culturels du terroir. Alpha Maïga. Femmes. Entendez-la, femme, artiste, musicienne, entrepreneur social, est un projet d'Act7, une structure artistique au service du développement. Le projet définit tout simplement l'art et la musique comme instrument de cohésion sociale. Sauvegarder ce patrimoine qui va disparaître avec ces femmes-là, c'est de montrer que malheureusement, beaucoup de gens vivent de la musique et qui ne sont pas repérés par les autorités au niveau du Bureau malien des droits d'auteur. La femme souvent n'apparaît pas trop dans les statistiques. Act7 magnifie l'intégration du genre dans les activités culturelles en présentant des femmes artistes, musiciennes, entrepreneurs sociales de l'ex-région de Sikasso. C'est pour sauvegarder leur instrument de musique en voie de disparition. À un moment donné, on a été interpellé par une d'elles qui est venue et qui a décidé de jouer enlevé de rideau. Et c'est là qu'elle m'a fait comprendre que avec l'arrivée des tracteurs subventionnés, la mécanisation de l'agriculture, on n'avait plus besoin d'elle pour encourager les cultivateurs dans les champs. Ces instruments support culturels des peuples Sénoufo, Mianka, Samogo, Ghana ou Peul du Wassoulou sont la plupart le Chikara, le Yabara, le Gounou. C'est plutôt des instruments à percussion qui jouent en chantant. On dit que le rythme est le début de tout. Le fait de marcher, ça donne un rythme. Quoi qu'on fasse, c'est sur un rythme bien ordonné. Une soixantaine d'artistes musiciennes, entrepreneurs sociaux sont recensés, dont les plus célèbres sont Fatmata Koulibaly de Kaboïla, Awa Doumbia du Baninkou, Timono Sanogo de Kafana ou encore Mariam Goïta
de Béni Gorusso. Ces femmes-là sont plutôt souvent des historiennes aussi, qui racontent comment la société a évolué. Et en même temps, les travaux de groupe par solidarité, s'il y avait même un impotent, alors les gens se regroupaient pour aller cultiver son champ. Et durant ce temps-là, les femmes venaient pour encourager les cultivateurs. Tahafé Bengali de Mongolasso, très âgé qui joue l'instrument le sikana, rapporte qu'il arrive qu'une chanteuse soit guérie par le seul fait d'avoir joué cet instrument de musique, nous a-t-on rapporté. C'est un instrument qui est vraiment des racines en réalité vraiment ancrées dans la culture sénoufo. Et là, souvent, ça a l'impression, en jouant, d'avoir des gens possédés. On sent que la personne est hors d'elle-même. Chez les Sénoufo et les Mianka, la mort, c'était une fête où elles jouaient durant toutes ces fêtes-là, parce qu'elles constituaient des morceaux panégyriques pour chanter le défunt et tout. Les Sénoufos ont raison de caricaturer la femme ainsi. La femme est comme une gibissière. Elle est placée ni devant ni derrière. On la place au flanc. Comme quoi, le projet Femmes répare des injustices faites aux femmes et devient par la même occasion un outil de protection de la diversité culturelle. Il nous a rejoint sur ce plateau pour parler de l'actualité sportive. Il s'agit de Siragatou Sissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Khadija, tu connais. Alors, nous commençons par cette belle victoire des Aigles du Mali. Le Mali a battu hier au stade du 26 mars la Guinée-Bissau. Oui, les Aigles du Mali nous ont offert un spectacle 6-2 face aux Yurtus de la Guinée-Bissau. Cette revue de troupes a permis à Eric Sekouchel de juger le niveau d'ensemble de son groupe à quelques encablures de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le résumé du match avec Famouri Djourté. Les Aigles du Mali se sont imposés par 6-2 face aux Yurtus de Guinée-Bissau. C'était ce samedi au stade du 26 mars en match amical de préparation pour la CAN 2023. Les nôtres entament bien la partie en marquant 2 buts dès le premier quart d'heure. Youssoufou Niakate, 6e minute, servi par Lassana Koulibaly. Ensuite, le passeur se transforme en buteur à la 15e minute. Alors qu'on s'attend à une soirée tranquille pour eux, les hommes d'Eric Sekouchel déchantent lorsque Mama Baldé réduit le score pour les Yurtus en profitant d'une erreur défensive, 37e minute. Puis, Boubacar Kiki Kouyaté sort dans la foulée sur blessure, remplacé par Sikou Niakate. Après un bon travail d'Yves Bissouma, Kamourou Doumbia redonne 2 buts d'avance aux siens, 3-1, 40e minute. Mais Carlos Mané lui répond aussitôt à la 42e minute. 3-2 pour le Mali à la pause. Le second acte se révèle en revanche totalement en faveur des Aigles. Sikou Niakate marque d'abord sur un service des Néné d'Orgelès 68e minute pour le 4-2, puis Falaye Sako inscrit le 5e but du Mali 10 minutes après le 4e. Lassine Sinayo sur une nouvelle passe décisive des Néné d'Orgelès 85e minute parachève le festival offensif des Aigles du Mali. 6-2, score final. On a pris 2 buts, ça serait évitable. C'est pas 2 buts qu'on prend. Il y a un joueur qui a dribblé tout le monde et met une frappe à 30 mètres en pleine lunette. Là, la casquette et on dit bravo. Là, non, c'est 2 buts évitables. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit très mauvaise chose parce qu'il y a 2 buts. Voilà. Et comme c'est entre guillemets un petit peu récurrent, Centrafrique, on a eu le même. Donc voilà, c'est juste, je dis ça. Après, encore une fois, je vais répéter. Comme ça, il n'y aura pas d'interprétation au niveau de mes joueurs et de nous. Voilà les Aigles du Mali, lancés avant leur premier match à la CAN le 16 janvier contre l'Afrique du Sud. De son côté, la Guinée-Bissau devra faire mieux dans tout juste une semaine face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, lors du match d'ouverture. Pour voir trace d'une telle démonstration des Aigles du Mali au stade du 26 mars, il faut remonter au 17 juin 2007 dans le cadre des éliminatoires de la CAN Ghana 2008. Ce jour-là, le Mali avait pulvérisé la Sierra Leone 6-0. En tout cas,
Ah, félicitations aux Aigles du Mali. Alors, Siragatou honore toujours aux Aigles. Un téléthon a été organisé hier soir en leur nom. La cagnotte a atteint plus de 120 millions de francs CFA. Ah oui, 120 millions ont été collectés par la Commission générale de mobilisation pour la CAN en partenariat avec l'ORTM, présidé par le ministre en charge des sports. Le téléthon avait pour marraine notre collègue Hawaii Touré. Daouda Kone et Jules Traoré ont assisté à la soirée. Ensemble, coude à coude pour soutenir les Aigles. C'est bien dans cet esprit que la présente cérémonie est organisée. Une initiative de la Commission générale de mobilisation pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Office des radios et télévisions du Mali au RTM. Une ambition, celle de faire une participation honorable. À cet effet, la Commission mobilise non seulement les Maliens, mais aussi de fonds pour aller soutenir les Aigles à la CAN. Les Maliens ont ouvert leur cœur et leur poche. On est vraiment satisfait de cette soirée de Téléthon. Et l'utilisation, c'est très clair et très simple. On a promis aux Maliens qu'il faut participer au maximum à la CAN. Il faut qu'on accompagne les Aigles. Et là, aujourd'hui, on sait qu'on peut amener le maximum de personnes pour supporter les Aigles. Pour répondre à l'appel, ils sont nombreux à apporter leur contribution pour que cette 13e participation des Aigles soit la bonne. Au départ, ce n'était pas donné. Mais à mi-parcours, on s'est dit, on va foncer. Et ce soir, on a pu mesurer le degré de solidarité, de générosité des Maliens. Je ne peux qu'être qu'une marraine satisfaite, fière encore une fois d'être malienne. Ce soutien, c'est aussi les artistes. Une brochette d'artistes à la tête, Askia Modibo. Celui-là même qui a chanté les Aigles il y a de cela 30 ans. C'était en 1994. Askia Modibo est confiant et espère que les Aigles version 2024 feront mieux que ceux de 1994 qui ont terminé 4e de la CAN en Tunisie. Ce titre se voulait déjà emblématique. J'ai une joie et une certaine croyance que cette année, notre équipe, en tout cas, ses exploits seront victorieux. Ce téléthon a permis de voir une fois de plus à quel point les Maliens ont l'amour de leur patrie, le Mali, dira le ministre en charge des sports. C'est ce qu'on attend des Maliens, ils l'ont rempli, je pense qu'ils ont rempli leur contrat. Ils ont montré qu'aujourd'hui, lorsqu'on est soudés, on peut aller loin. Tout le monde s'est mis ensemble, tout le monde, vraiment. Et à tous les niveaux, que ce soit au niveau des médias, au niveau des acteurs du sport, ceux qui ne sont pas dans le sport, les entrepreneurs, vraiment tout le monde aujourd'hui s'est mis ensemble pour essayer de faire un acte de soutien. Au terme de la soirée artistique, la cagnotte s'élève à plus de 120 millions de francs CFA. C'est là à l'actif de la Commission générale de mobilisation pour la CAN 2023 et de l'Office de radio et télévision du Mali au RTM. Merci Lagatou, on peut continuer à mobiliser les fonds pour les Aigles. Tout à fait. Voilà. Et pour la série de présentation des 24 équipes qualifiées pour la CAN Côte d'Ivoire ce soir, place au groupe A. Oui, composé de 2 anciens vainqueurs, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, et de 2 au palmarès neutre, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, le groupe A, basé à Abidjan, compte en son sein des candidats au titre. Suivez. Vainqueurs de la CAN en 1992 et 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire rêvent d'une 3e étoile. Le sélectionneur français Jean-Louis Gasset a des joueurs expérimentés, à l'image de Serge Aurier, Max-Alain Gradel, Sébastien Haller, Seko Fofana et Franck Kessié. La Côte d'Ivoire, 8e de finaliste en 2021, a à cœur de se faire pardonner. Les éléphants, évoluant à domicile, seront à leur 25e participation en Coupe d'Afrique des Nations. Autre poids lourd du groupe A, le Nigeria et ses 3 sacres continentaux, 1980, 1994 et 2013. Les Super Eagles du Nigeria, du sélectionneur portugais José Peseiro, iront à Abidjan pour jouer leur 20e CAN de l'histoire. La star de l'équipe, Victor Osimhen de Naples, couronné Ballon d'Or africain 2023, portera le Nigeria sur ses épaules, assisté de Samuel Chukwueze, Victor Boniface et Alex Iwobi. La Guinée équatoriale reste sur un quart de finale en 2021. Le Nzalanga national, emmené par le capitaine et vétéran Emiliano Nsue,
Alex Balboa et Federico Bicoro jouera grandement sa chance. Sa meilleure performance est la 4e place en 2015. Les Équato-Guinéens, sous la direction de Juan Micha, vont participer à la 4e Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe la moins cotée du groupe A est la Guinée-Bissau. Les Yurtus seront à la 4e phase finale consécutive, 2017, 2019, 2021 et 2023. Et les 3 fois, ils sont éliminés dès le premier tour sans la moindre victoire. Le sélectionneur Bassirou Kandé comptera sur les cadres Mama Baldé, Sori Mané, Jonas Mendes et Morito Gassama pour hisser haut le drapeau bissau-guinéen. Et nous terminons par cette œuvre de l'international Aigle Amadou Aïdara qui a construit un centre de santé à Kéla dans le cercle de Kangaba. Il est originaire de Kéla. Tout à fait. Ce centre de santé a été accueilli avec joie par les populations. Amadou Aïdara Didoudou, l'international Aigle de Leipzig en Allemagne, offre un beau cadeau aux populations de Kéla. Je vous invite à suivre cet élément. Le village de Kéla, cercle de Kangaba, à une centaine de kilomètres de Bamako, était en fête. Et pour cause, l'international Aigle Amadou Haïdara Didoudou a procédé à la remise des clés d'un centre de référence de santé à Kéla, terre natale de son père. Ce centre de santé favorisera à coup sûr l'assistance médicale dans cette zone. À cet événement, tout en couleur, on note la présence des autorités coutumières, religieuses, administratives et invités de marque venus d'horizons divers. La construction de ce centre de référence de Kéla est un cadeau en faveur de la population. Voilà, merci bien, c'est Lagatou pour cette page sportive. Je vous en prie. Malikoura Tassira 2, ce soir à 21h30, vous pourrez suivre la version française de l'entretien avec la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la famille. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain commence une autre semaine. Pour la grande édition, vous serez avec Fuseni Tunkara, mais avant, à 13h, vous serez avec Awama Kamara. Nos grands-pères disaient qu'il ne faut jamais renverser l'eau de la calebasse parce que la pluie s'annonce. À méditer. Bonne fin de soirée à tous.